Daniel, Israël se prépare à sortir prudemment de 4 semaines de confinement et les quotidiens israéliens détaillent et commentent la première phase de cette sortie de crise. C'est exact, et les journaux israéliens ainsi que les sites d'information énumèrent cette première série de mesures d'allègement qui vont entrer en vigueur normalement dimanche. Réouverture des classes, de maternelles et des crèches, réouverture des petits commerces et lieux de travail sans contact avec le public, réouverture des services de take-away pour les restaurants, annulation du périmètre de 1000 mètres et donc autorisation de se retrouver les uns avec les autres au niveau familial comme on n'a pas pu le faire pendant près d'un mois de ces fêtes de Tishri en particulier. À cela, il faut rajouter la réouverture à partir d'aujourd'hui de l'aéroport Ben Gurion, la réouverture des parcs et plages du littoral israélien. Et l'on commence véritablement à voir le bout du tunnel de cette seconde vague du coronavirus. Mais ces mesures d'allègement ne seront valables que dans les villes qui ne sont pas rouges. Et donc dans les villes rouges, qui restent pour la plupart des villes orthodoxes comme Nebrak, Modin-Illit et Beitar-Illit, elles devraient, ces villes, rester sous confinement. Une réunion du cabinet restreint devrait également se tenir samedi soir pour déterminer justement le statut de ces villes rouges. Et les sites d'information soulignent qu'en dépit de ce maintien du confinement apparent dans les zones rouges, les yeshivot devraient rouvrir la semaine prochaine. On ouvre donc avec prudence. Titre ce matin en manchette le Israël Hayom qui détaille ces mesures. Et cette prudence est omniprésente dans les pages intérieures des quotidiens israéliens et dans les sites d'information. Le Maariv n'est guère rassurant. Il parle de chaos autour des mesures d'allègement, en particulier dans le domaine de l'éducation nationale et dans les petites classes de l'éducation nationale. La plupart des quotidiens mentionnent également le coup d'éclat d'Aryeh Deri, le ministre de l'Intérieur et leader du parti Chasse, qui a quitté en claquant la porte la réunion du cabinet restreint Corona parce qu'il n'a pas réussi à convaincre les participants de la nécessité, par exemple, d'ouvrir à 200 personnes, non pas l'ensemble des mariages, mais uniquement les cérémonies religieuses, c'est-à-dire la choupa, en continuant à limiter le nombre de participants au repas de mariage ou à d'autres célébrations de ce type. Par contre, le cabinet restreint a accepté la proposition d'Aryeh Deri de rouvrir le kotel à tout le public en capsule de 20 personnes, comme cela a été le cas avant l'entrée en vigueur du confinement. Le Yediot Aharonot mentionne bien évidemment ces mesures d'allègement, mais le grand quotidien, lui, se focalise ce matin sur les 10 villes israéliennes qui étaient rouges au début du confinement et qui aujourd'hui ont réussi à faire baisser leur taux de contamination et sont soit vertes aujourd'hui, soit oranges. Pour connaître cette ville, il faut aller jusque dans le supplément économique du Shabbat du Yediot Aharonot. En marge, le journal publie également ce matin en première page une photo étonnante, celle de 2 Israéliens qu'apparemment tout sépare. L'un s'appelle Yossi Kahana, il est ultra-orthodoxe de Jérusalem. L'autre s'appelle Daniel Letem, c'est un laïc homosexuel de Tel Aviv. Le premier manifeste contre les forces de police dans Mea Shearim, le second manifeste contre Binyamin Netanyahou devant Balfour. L'autre jour, ils ont terminé leur soirée de protestation dans le même panier à salade et dans le même commissariat, et le Yediot Aharonot a eu l'idée de les réunir devant les fontaines de la place de Paris, au cœur de Jérusalem, à proximité de la résidence de Balfour, pour un dialogue qui a prouvé qu'au bout du compte, ce qui les réunissait était bien plus important qu'on ne pouvait l'imaginer. Entre autres, l'absence de confiance envers le pouvoir et leur colère envers la police israélienne. Le Israël Hayom, lui, se penche sur ce qui se passe en Europe et parle des estimations sombres de certains pays. Sans un durcissement des mesures de restriction, le nombre de décès sera multiplié par 5, affirme le Israël Hayom, en parlant de certains pays européens qui ont reconfiné, même partiellement, entre autres comme la France. Qui écrivent ce matin les éditorialistes sur la situation actuelle. Tzipi Livni, l'ancienne leader de Kadima, écrit dans le Yediot Aharonot: nous avons su faire face plus d'une fois aux crises économiques et sécuritaires, mais cette fois-ci, quelque chose s'est brisé dans la résilience nationale. Nous avons perdu notre confiance envers le pouvoir et nous n'avons plus le sentiment de partager le destin de quelque chose qui est plus grand que nous tous, celui de l'État d'Israël. Sous Netanyahou, Israël s'est morcelé en tribus, en communautés qui sont séparées par un fossé de haine. Nous sommes en train de vivre l'une des périodes les plus dures de notre histoire, écrit Tzipi Livni, visiblement très pessimiste. À ce pessimisme, une autre grande dame de la politique israélienne, Limor Livnat, répond par une belle dose d'optimisme et d'espoir, toujours dans le Yediot Aharonot. Tout n'est pas noir, titre-t-elle ce matin dans son éditorial. C'est vrai, nous avons vécu des périodes difficiles dans ce pays, mais nous avons aussi vécu des périodes fantastiques grâce à des gens merveilleux qui sont entièrement dévoués à leur prochain, et même des élus qui œuvrent pour le bien de leur pays. Il n'y a pas ici de place pour des étiquetages de gauche ou de droite, pour un combat entre les porteurs de la lumière et ceux de l'obscurité. Nous devons tous, ensemble, maintenant, prendre une grande bouffée d'oxygène et nous mobiliser pour venir en aide à l'autre,
à ceux qui sont dans le besoin, dixit donc Limor Livnat. Et enfin dans le Makor Rishon, Haggai Segal, le rédacteur en chef du journal, écrit que pour éviter un troisième confinement, il faut absolument que la police se montre très ferme dans le respect des règles restrictives et qu'elle mette des contraventions dissuasives à ceux qui enfreignent ces règles. Le Yediot Aharonot et d'autres quotidiens se penchent également ce matin sur les révélations d'Amit Segal sur la relation entre Avichai Mandelblit et Shai Nitzan, et le journocide Mandelblit qui a déclaré hier qu'il avait téléphoné à Shai Nitzan pour s'expliquer sur les termes insultants qu'il a proférés à son égard. Tout cela est désormais derrière nous, a-t-il affirmé, et si Makadmod commente ce développement important de la semaine politique en affirmant que Miki Zohar, le président de la coalition, député Likoud, proche de Netanyahou, a détourné l'attention de l'essentiel en réclamant la démission de Mandelblit et la fermeture des dossiers judiciaires de Netanyahou. Au lieu que l'on parle de Mandelblit, on s'est mis donc à parler de Zohar, écrit-elle ce matin. Et puis le Maariv indique que Mandelblit a annoncé hier qu'il n'avait pas l'intention d'ouvrir une enquête contre le Premier ministre dans le dossier 3000 des sous-marins, et ce en dépit d'une campagne habilement orchestrée par les opposants au Premier ministre qui qualifie ce dossier du plus grand dossier de corruption de l'histoire de l'État d'Israël. Et puis nous terminerons, Daniel, par une information importante qui nous vient de la Knesset. Oui, en effet, c'est un titre que l'on retrouve ce matin dans tous les quotidiens. La Knesset a validé hier soir l'accord de paix avec les Émirats, ces fameux accords d'Abraham. 80 députés ont voté pour, 13 députés, tous de la liste arabe unifiée, ont voté contre. Dans son allocution, le Premier ministre s'est félicité de cet accord historique. Il a insisté sur le fait que l'approche selon laquelle la réconciliation avec le monde arabe passait obligatoirement par un règlement du conflit israélo-palestinien avait échoué. Selon lui, cet accord ne sera que le premier d'une longue série d'accords semblables avec d'autres pays arabes. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias.